Elena Blavatsky a passé les dernières années de sa vie à avertir l'humanité d'un danger qu'elle seule semblait comprendre. Un danger qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de notre propre héritage spirituel. La magie noire, disait-elle, n'est pas une invention humaine. Elle nous a été enseignée, et ceux qui nous l'ont enseignée sont toujours là, attendant que nous leur ouvrions la porte. Les vigilants n'ont pas seulement transmis des connaissances bénéfiques à l'humanité, ils ont aussi révélé des savoirs sombres, des techniques pour manipuler les esprits, des rituels pour invoquer des forces destructrices, des méthodes pour prendre le pouvoir sur les autres contre leur volonté. Et ces savoirs noirs n'ont jamais disparu, ils circulent encore aujourd'hui, plus accessibles que jamais. Ce soir, je vais te révéler l'avertissement que Blavatsky a laissé, un avertissement que les générations suivantes ont ignoré à leurs risques et périls. Tu vas comprendre d'où vient vraiment la magie noire, comment la reconnaître, et surtout, comment t'en protéger. As-tu déjà senti une présence sombre autour de toi? Une influence négative qui semblait vouloir te pousser vers des pensées ou des actions qui ne te ressemblaient pas? As-tu rencontré des personnes dont le regard semblait cacher quelque chose de troublant? Ces expériences ne sont pas des illusions. Elles sont les symptômes d'une réalité que la plupart des gens préfèrent ignorer. Les maîtres tibétains qui ont formé Blavatsky étaient très clairs sur ce sujet. La magie blanche et la magie noire ne sont pas des inventions humaines distinctes. Elles sont les deux faces d'un même enseignement. Un enseignement qui remonte aux vigilants. Et la différence entre les deux n'est pas dans les techniques utilisées, mais dans l'intention de celui qui les utilise. Laisse-moi t'expliquer comment la magie noire est née, comment elle s'est répandue, et pourquoi elle représente un danger croissant dans notre époque. Quand les vigilants sont descendus sur le mont Hermon, ils ont apporté avec eux la connaissance des forces cosmiques. Ces forces ne sont ni bonnes, ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont simplement des énergies qui peuvent être dirigées selon la volonté de celui qui sait les manipuler. Le feu peut réchauffer ou détruire. L'eau peut désaltérer ou noyer. La magie peut guérir ou tuer. Les premiers enseignements des vigilants étaient neutres. Ils montraient comment accéder à ces forces et comment les canaliser. Mais très vite, certains humains ont compris qu'ils pouvaient utiliser ces pouvoirs pour dominer les autres, pour satisfaire leurs désirs sans égard aux conséquences, pour prendre ce qu'ils voulaient sans demander. C'est ainsi que la magie noire est née. Non pas comme un enseignement séparé, mais comme une déviation de l'enseignement originel. Une utilisation égoïste de pouvoir qui aurait dû servir le bien collectif. Les vigilants eux-mêmes n'étaient pas unanimes face à cette déviation. Certains d'entre eux, les plus sombres, ont encouragé l'usage égoïste des pouvoirs qu'ils enseignaient. Ils trouvaient amusant de voir les humains se détruire mutuellement avec les forces qu'ils leur avaient révélées. D'autres vigilants ont tenté de corriger le problème en enseignant des contre-mesures, des protections. Mais le mal était fait. Blavatsky a identifié dans les archives tibétaines les noms des vigilants qui ont spécifiquement enseigné les arts sombres. Azazel, malgré sa responsabilité dans l'enseignement de la métallurgie et de la parure, a aussi révélé comment utiliser les métaux pour créer des objets maudits, des bijoux qui drainaient l'énergie vitale de celui qui les portait, des armes qui infectaient l'âme de celui qu'elles tuaient. Gadriel, le maître des arts mortels, n'a pas seulement enseigné à tuer les corps, il a enseigné à tuer les âmes, les techniques pour briser la volonté d'une personne, pour effacer sa mémoire, pour fragmenter sa conscience. Ces techniques existent encore et sont utilisées par ceux qui connaissent les voies sombres. Kasdeja, qui a enseigné l'exorcisme et l'avortement, a aussi révélé l'inverse de ces arts. Comment invoquer des démons au lieu de les chasser? Comment créer des liens karmiques forcés au lieu de les libérer? Comment utiliser les forces de mort contre la vie? Mais le plus dangereux de tous était peut-être Penemu. Son enseignement de l'écriture sacrée comprenait aussi les écritures maudites, les formules qui, une fois écrites ou prononcées, libèrent des forces destructrices, les malédictions qui se transmettent de génération en génération, les contrats avec des entités qui exigent un prix terrible. Les maîtres tibétains ont montré à Blavatsky des manuscrits anciens contenant certaines de ces formules. Elle a décrit son horreur en réalisant que ces textes existaient encore et circulaient parmi certains cercles occultes. Elle a refusé de les reproduire dans ses écrits, sachant que même les lire pouvait être dangereux pour quelqu'un de non préparé.
La magie noire des vigilants s'est répandue dans toutes les civilisations antédiluviennes. Elle a été une des causes principales de leur destruction. Les Atlantes, en particulier, ont développé les arts sombres à un niveau qui dépassait tout ce que nous pouvons imaginer. Ils utilisaient la magie noire pour asservir des populations entières, pour prolonger leur vie en drainant celle des autres, pour créer des monstres et des chimères. Les maîtres tibétains ont décrit à Blavatsky certaines des pratiques atlantes. Les prêtres noirs de l'Atlantide avaient créé des temples dédiés aux forces sombres. Dans ces temples, ils accomplissaient des rituels qui ouvraient des portails vers les dimensions où résidaient les vigilants déchus. Ces portails permettaient aux forces sombres d'influencer directement notre monde. Ils avaient aussi développé l'art des cristaux noirs, des pierres programmées pour absorber et concentrer les énergies négatives. Ces cristaux étaient utilisés pour amplifier le pouvoir des rituels sombres. Certains de ces cristaux existent encore, enfouis sous les ruines de l'Atlantide ou dispersés dans des collections privées dont les propriétaires ignorent la véritable nature. Les prêtres noirs atlantes pratiquaient le sacrifice, non pas seulement animal, mais humain. Ces sacrifices n'étaient pas de simples superstitions. Ils étaient des échanges énergétiques calculés. La vie de la victime était offerte aux entités sombres en échange de pouvoirs accrus. Plus la victime était pure et innocente, plus l'énergie libérée était grande, plus le pouvoir obtenu était important. Cette pratique abominable s'est perpétuée à travers les âges sous différentes formes. Les sacrifices des Aztèques et des Mayas n'étaient pas sans lien avec les rituels atlantes. Les cultes à mystère de l'Antiquité méditerranéenne gardèrent parfois des pratiques similaires dans leurs cercles les plus secrets. Et même aujourd'hui, dans les recoins les plus sombres de la pratique occulte, ces rituels continuent. Le déluge n'a pas été seulement une punition pour la transgression des vigilants. Il a été une nécessité cosmique pour mettre fin à l'abus généralisé de la magie noire. La Terre elle-même ne pouvait plus supporter le niveau de corruption qui s'était installé. Mais la magie noire n'a pas été détruite par le déluge. Elle a survécu, préservée dans les mémoires des survivants et dans les objets qui l'ont emportée avec eux. Les civilisations qui ont suivi ont redécouvert ces savoirs, parfois par accident, parfois par recherche délibérée. L'Égypte ancienne connaissait les arts sombres. Les prêtres de Seth maîtrisaient des techniques de magie noire héritées des temps antédiluviens. Les malédictions des tombeaux n'étaient pas des superstitions, c'étaient des applications réelles de savoirs dangereux. La Babylonie était un centre de pratiques magiques, blanches et noires mélangées. Les mages chaldéens invoquaient des entités que les vigilants avaient enseigné à contacter. Certaines de ces entités étaient bienveillantes. Beaucoup ne l'étaient pas. Dans l'Inde ancienne, les Asuras représentaient la mémoire des praticiens de magie noire. Les tantras de la main gauche préservaient des techniques que les sages avertissaient de ne pas utiliser. Ces avertissements n'étaient pas toujours écoutés. Au Moyen Âge occidental, la magie noire a pris la forme de la sorcellerie et du satanisme. Les grimoires qui circulaient contenaient des fragments déformés des enseignements des vigilants. Les sabbats et les pactes avec le diable étaient des rituels qui connectaient les praticiens aux mêmes forces sombres que leurs ancêtres antédiluviens avaient invoquées. Blavatsky a averti que la magie noire connaîtrait une résurgence à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Elle avait raison. Des ordres occultes comme certaines branches de la Golden Dawn, l'Ordo Templi Orientis sous certaines directions et d'autres groupes moins connus ont ravivé les pratiques sombres. Elle a aussi prédit que le XXIe siècle verrait une diffusion sans précédent de ces connaissances dangereuses. Avec Internet, les grimoires autrefois cachés dans des bibliothèques secrètes sont accessibles à n'importe qui. Des adolescents peuvent trouver des rituels d'invocation que les anciens maîtres n'hésitaient pas à exécuter leurs apprentis imprudents. Comment reconnaître la magie noire? Comment la distinguer des pratiques spirituelles légitimes? Les maîtres ont donné à Blavatsky des critères clairs. Premier critère, l'intention de domination. Toute pratique qui vise à contrôler la volonté d'autrui contre son gré est de la magie noire. Les sortilèges d'amour qui forcent l'attraction, les rituels pour influencer les décisions de quelqu'un, les techniques pour asservir les esprits. Tout cela relève des arts sombres, même si les praticiens les présentent autrement. Deuxième critère, le secret et la manipulation. La magie blanche opère dans la lumière. Elle ne cache pas ses méthodes ni ses intentions.
La magie noire, au contraire, se dissimule, elle manipule, elle fait croire à ses victimes qu'elles agissent librement alors qu'elles sont sous influence. Troisième critère, le prix caché. La magie blanche demande un effort personnel, un travail sur soi. La magie noire offre des raccourcis, des résultats rapides sans effort apparent. Mais il y a toujours un prix que le praticien découvre souvent trop tard. Sa santé mentale, son âme même. Quatrième critère, les entités impliquées. La magie blanche travaille avec des forces impersonnelles ou des êtres de lumière qui respectent le libre arbitre. La magie noire fait appel à des entités qui exigent des offrandes, des sacrifices, des pactes. Ces entités sont souvent les mêmes que les vigilants déchus ont enseigné à contacter. Cinquième critère, les résultats à long terme. La magie blanche produit des effets durables et bénéfiques pour tous. La magie noire peut produire des résultats spectaculaires à court terme, mais ils finissent toujours par se retourner contre le praticien. La loi karmique ne peut pas être contournée, seulement retardée. Sixième critère, l'effet sur le praticien lui-même. La magie blanche élève celui qui la pratique. Elle le rend plus lumineux, plus sage, plus aimant avec le temps. La magie noire dégrade celui qui la pratique. Les praticiens des arts sombres deviennent progressivement plus froids, plus isolés, plus paranoïaques. Leur regard change, leur aura s'assombrit, leur santé décline souvent de façon inexplicable. Septième critère, l'attraction des semblables. La magie blanche attire des personnes lumineuses, des circonstances favorables, des opportunités de service. La magie noire attire des personnes sombres, des circonstances conflictuelles, des occasions de conflit et de manipulation. Observe ce que ta pratique spirituelle attire dans ta vie et tu sauras de quel côté tu te trouves. Les maîtres ont aussi enseigné à Blavatsky comment reconnaître les signes d'une attaque de magie noire, car même les innocents peuvent être ciblés par ceux qui pratiquent les arts sombres. Le premier signe est une fatigue soudaine et inexplicable, une perte d'énergie qui ne correspond à aucune cause physique, comme si quelque chose drainait ta vitalité sans que tu puisses identifier la source. Le deuxième signe est une série de malchances inexplicables, des obstacles qui apparaissent de nulle part, des projets qui échouent sans raison, des relations qui se détériorent soudainement. Quand tout semble aller mal en même temps, il peut y avoir une cause occulte. Le troisième signe est des cauchemars récurrents, des rêves sombres, oppressants, qui laissent un sentiment de malaise au réveil, des rêves où tu te sens poursuivi, attaqué ou piégé. Ces rêves peuvent indiquer une intrusion dans ton espace psychique. Le quatrième signe est des pensées intrusives négatives, des idées qui ne te ressemblent pas et qui semblent venir de l'extérieur, des impulsions destructrices que tu dois constamment repousser. Ces pensées peuvent être des implants placés par des praticiens des arts sombres. Le cinquième signe est une sensation de présence malveillante, un sentiment d'être observé ou suivi, une atmosphère lourde dans certains lieux ou à certains moments. Cette sensation indique souvent la présence d'entités attachées ou envoyées par un praticien. Si tu reconnais plusieurs de ces signes dans ta vie, ne panique pas, mais prends la situation au sérieux. Les protections que je vais te donner peuvent t'aider à neutraliser ces influences. Comment se protéger de la magie noire? Cette question est cruciale, car même si tu ne pratiques pas toi-même les arts sombres, tu peux être la cible de ceux qui les pratiquent. La première protection est la conscience. Savoir que la magie noire existe et comment elle fonctionne te rend moins vulnérable. Les praticiens des arts sombres préfèrent les victimes ignorantes qui ne savent pas ce qui leur arrive. La deuxième protection est la pureté d'intention. Quelqu'un qui cultive des intentions égoïstes crée des failles dans son aura que les forces sombres peuvent exploiter. Quelqu'un dont les intentions sont pures et désintéressées est naturellement protégé par sa propre lumière. La troisième protection est le discernement. Ne pas accepter aveuglément les enseignements ou les pratiques proposées par n'importe qui. Vérifier les intentions de ceux qui offrent des connaissances occultes. Se méfier de ceux qui promettent le pouvoir sans effort ou qui demandent le secret absolu. La quatrième protection est la connexion avec les forces de lumière. La prière, la méditation, l'invocation des guides bienveillants créent un bouclier que les forces sombres ne peuvent pas facilement percer. Les maîtres ont enseigné à Blavatsky des techniques spécifiques pour établir et maintenir cette connexion. Laisse-moi te partager une de ces techniques.
Elle est simple mais efficace quand elle est pratiquée régulièrement. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends quelques minutes pour te centrer. Visualise une lumière blanche qui descend du ciel et entre par le sommet de ta tête. Cette lumière représente la protection des forces supérieures. Laisse-la descendre à travers tout ton corps, purifiant chaque partie qu'elle traverse. Quand la lumière atteint tes pieds, visualise-la qui se répand autour de toi, formant un œuf de lumière qui t'enveloppe complètement. Cet œuf est ta protection. Aucune influence négative ne peut le traverser sans ta permission. Ensuite, prononce 3 fois en toi-même ou à voix haute. Je suis lumière, je suis protégé, aucune ombre n'a de pouvoir sur moi. Ces mots activent la protection et la scellent pour la journée. Cette technique, pratiquée quotidiennement, crée une accumulation de protection qui devient de plus en plus forte avec le temps. Après quelques semaines, tu remarqueras que les influences négatives glissent sur toi sans t'atteindre. Les personnes qui pratiquent les arts sombres sentiront intuitivement qu'elles ne peuvent pas t'atteindre et se détourneront de toi. Il existe aussi une technique de nettoyage pour ceux qui pensent avoir déjà été affectés par la magie noire. Cette technique permet d'éliminer les influences négatives qui se sont attachées à ton champ énergétique. Choisis un moment où tu peux être seul et tranquille pendant au moins 30 minutes. Prends un bain ou une douche en visualisant que l'eau emporte avec elle toutes les énergies négatives. Imagine ces énergies comme une substance sombre qui se détache de ta peau et disparaît dans le drain. Après le bain, habille-toi de blanc si possible. Le blanc est une couleur qui repousse naturellement les énergies sombres. Allume une bougie blanche et assieds-toi face à elle. Fixe la flamme pendant quelques minutes en laissant ton esprit se calmer. Ensuite, ferme les yeux et visualise une flamme violette qui apparaît au-dessus de ta tête. Cette flamme violette est la flamme de transmutation. Elle a le pouvoir de transformer les énergies négatives en énergies positives. Laisse cette flamme descendre lentement à travers tout ton corps, brûlant et transmutant toute influence sombre qu'elle rencontre. Quand la flamme atteint tes pieds, visualise-la qui se répand dans la terre, emportant avec elle tout ce qu'elle a nettoyé. La terre peut absorber et recycler ces énergies sans être affectée. Répète ce nettoyage pendant 7 jours consécutifs pour un effet maximal. Si les symptômes persistent après cela, il peut être nécessaire de consulter quelqu'un qui a une expérience plus avancée dans ces domaines. Les maîtres ont également enseigné à Blavatsky l'importance des objets de protection. Certains objets, chargés correctement, peuvent créer une barrière permanente contre les influences sombres. Les cristaux de quartz clair sont particulièrement efficaces. Ils doivent être purifiés en les laissant une nuit sous la lumière de la pleine lune, puis programmés par ton intention de protection. Un petit cristal porté sur soi crée un champ protecteur autour du porteur. L'argent est un métal qui repousse naturellement les énergies négatives. Les bijoux en argent, surtout ceux qui portent des symboles sacrés comme le pentagramme de protection ou l'œil d'Horus, offrent une protection passive constante. Le sel est un purificateur universel reconnu par toutes les traditions. Un petit sachet de sel de mer porté sur soi absorbe les énergies négatives. Il doit être remplacé régulièrement, car il se sature avec le temps. Mais la protection ne suffit pas. Blavatsky insistait sur l'importance de comprendre la nature profonde de la magie noire pour la neutraliser complètement. La magie noire n'est pas une force indépendante. Elle est un parasitisme. Elle prend l'énergie des autres parce qu'elle ne peut pas en générer par elle-même. Les praticiens des arts sombres sont fondamentalement des vampires énergétiques. Ils ont coupé leur connexion avec les sources légitimes d'énergie cosmique et doivent voler celle des autres pour survivre. Cette compréhension change tout. La magie noire n'est pas toute puissante. Elle est faible, dépendante, parasitaire. Elle ne peut affecter que ceux qui lui ouvrent la porte, consciemment ou inconsciemment. En maintenant ta connexion avec les sources de lumière et en refusant de nourrir les forces sombres par tes pensées et tes émotions négatives, tu les prives de leur carburant. Les maîtres ont aussi révélé à Blavatsky que les vigilants qui ont enseigné la magie noire sont toujours actifs. Ils sont enchaînés, incapables d'agir directement dans notre monde, mais ils peuvent encore influencer ceux qui les invoquent. Chaque rituel de magie noire est une connexion avec ces êtres déchus, et chaque connexion leur donne un peu plus de pouvoir. C'est pourquoi la pratique de la magie noire augmente
dans les périodes de trouble. Les vigilants enchaînés cherchent à accumuler assez d'influence pour éventuellement se libérer. Chaque praticien des arts sombres, qu'il le sache ou non, contribue à cet objectif. Blavatsky a écrit dans ces dernières années que l'humanité devrait faire un choix. Soit elle refuse collectivement les arts sombres et coupe la connexion avec les vigilants déchus. Soit elle continue à les pratiquer et risque de répéter les erreurs des civilisations antédiluviennes. Ce choix n'est pas seulement collectif, il est aussi individuel. Chaque personne qui refuse la magie noire affaiblit son emprise sur le monde. Chaque personne qui la pratique la renforce. Tu fais partie de cette équation, que tu le veuilles ou non. Blavatsky a décrit dans ses écrits tardifs ce qui se passerait si l'humanité continuait sur la voie des arts sombres. Elle voyait une humanité divisée entre ceux qui servaient la lumière et ceux qui servaient les ténèbres. Elle voyait des conflits de plus en plus intenses entre ces deux camps. Elle voyait la possibilité d'une nouvelle catastrophe comparable au déluge si le déséquilibre devenait trop grand. Mais elle voyait aussi une autre possibilité, une humanité qui prenait conscience du danger et qui choisissait collectivement de se tourner vers la lumière. Une humanité qui utilisait les connaissances des vigilants non pas pour le pouvoir personnel, mais pour l'évolution collective. Une humanité qui rachèterait les erreurs de ses ancêtres en accomplissant ce qu'ils n'avaient pas su accomplir. Cette possibilité existe encore. Elle dépend des choix que chacun de nous fait chaque jour. Elle dépend de notre capacité à reconnaître les influences sombres et à leur résister. Elle dépend de notre volonté de cultiver la lumière en nous-mêmes et de la partager avec les autres. Les maîtres tibétains ont dit à Blavatsky que notre époque était décisive. Nous sommes à un carrefour de l'histoire humaine. Les choix que nous faisons maintenant détermineront l'avenir de notre espèce pour des millénaires à venir. C'est une responsabilité immense, mais aussi une opportunité extraordinaire. L'avertissement de Blavatsky est plus pertinent que jamais. La magie noire n'est pas un fantasme médiéval. Elle est une réalité présente qui affecte notre monde de façon que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Les conflits, les manipulations, les abus de pouvoir que nous voyons dans le monde ont souvent des dimensions occultes que les analyses ordinaires ignorent. Mais l'avertissement de Blavatsky contient aussi un espoir. Les forces de lumière sont plus puissantes que les forces d'ombre. La magie blanche, pratiquée avec pureté d'intention, triomphe toujours de la magie noire à long terme. Les vigilants fidèles sont plus nombreux et plus puissants que les vigilants déchus. Et l'humanité, malgré toutes ses erreurs, a en elle la capacité de choisir la lumière. Si tu sens que cette révélation éveille quelque chose en toi, YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous. Ce geste est lui-même un acte de magie blanche, une reconnaissance de la lumière, une contribution au collectif de ceux qui choisissent de résister aux forces sombres. Chaque reconnaissance renforce la chaîne de lumière qui protège l'humanité. Tu connais maintenant l'avertissement que Blavatsky a laissé. Tu sais d'où vient la magie noire. Tu sais comment la reconnaître. Tu sais comment t'en protéger. Ce savoir est une responsabilité autant qu'une protection. La question est de savoir ce que tu vas faire de cet avertissement. Vas-tu l'oublier et retourner à l'ignorance confortable, ou vas-tu rester vigilant, protéger ta lumière et contribuer à la résistance contre les forces sombres? Je veux savoir. As-tu déjà senti des influences négatives autour de toi? As-tu rencontré des personnes qui semblaient pratiquer les arts sombres? As-tu expérimenté des protections qui ont fonctionné? Écris-le dans les commentaires. D'autres chercheurs de lumière ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat, que d'autres aussi ont vu les ombres et ont choisi de leur résister. Ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour comprendre ce qui lui arrive et trouver la force de se protéger. La lumière grandit quand elle est partagée. C'est la loi cosmique éternelle.